Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Fashion Focus épisode 6 où on va décrypter la haute couture mais également la Fashion Week prêt-à-porter masculin. Donc c'est parti. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment sur ce réseau social que je suis la plus active, la plus présente, qu'on échange, qu'on partage, que tu vois toutes mes tenues parce que je suis passionnée de luxe mais également de mode, de style, donc n'hésite pas à me rejoindre sur ce réseau social. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, activer la cloche de notification, être informé de toutes mes prochaines vidéos parce que je suis très active et on parle de sujets bien différents. Pour poser un petit peu le cadre, les défilés haute couture c'est vraiment l'occasion pour les maisons de nous montrer leur savoir-faire, de nous montrer leurs plus belles créations. Ce sont des milliers d'heures de travail, c'est un travail de précision et donc du coup vous en avez que 2 par an. On va commencer tout d'abord avec la maison Fendi qui a accueilli dans ses rangs le co-directeur artistique maintenant avec Silvia Venturini Fendi, et donc c'est Kim Jones. Et donc là il nous a fait un défilé qui était un vrai voyage dans le temps et on a retrouvé des top modèles stars, les super modèles comme notamment Kate Moss, mais il y avait également sa fille Grace. C'était donc le premier défilé de Kim Jones pour la maison Fendi et donc en termes de tenue on était vraiment sur de la longueur, sur des strass, sur des pièces très travaillées et donc la collection s'intitulait Bloomsbury à Borghese. Donc Bloomsbury Group c'était tout simplement un groupe d'artistes du début du XXe siècle et donc ça fait référence aux origines anglaises de Kim Jones. Et pourquoi Borghese? Puisque Borghese c'est l'Italie et donc du coup c'est une véritable invitation au voyage de Bloomsbury aux origines de la maison Fendi. On passe maintenant à Armani Privé. Donc pour ce défilé haute couture, Giorgio Armani nous invite au Palazzo Orsini. Donc on est vraiment dans un décor fastueux, opulent, avec des dorures magnifiques, mais en huis clos puisque Covid oblige, donc on est vraiment sur quelque chose d'hyper intimiste. Et l'objectif de Giorgio Armani ça a été justement de nous recentrer sur l'art de la mode, sur l'artisanat italien, sur le rêve, sur la mode, et donc on le voit complètement à travers des tenues. On est sur du flou, de la légèreté, également du structuré, des paillettes, des strass, de l'opulence et également du minimalisme. Il y a un vrai travail sur les volumes, un vrai travail sur la structure pour donner ce rendu très sensuel et surtout très élégant. Donc je vais vous citer ce qu'il nous dit: la couture est ancrée dans l'histoire de la mode, elle représente l'apogée de la créativité et de la couture, mais c'est un monde accessible à peu. Aujourd'hui, grâce à la démocratie d'internet, nous sommes en mesure d'offrir un siège au premier rang à tous. Les réseaux sociaux ont permis à tout le monde d'avoir un premier rang, à tout le monde d'accéder à cet univers si fermé, si clos et si privilégié, et donc j'ai trouvé que c'était une très belle citation qui résumait bien le moment. On passe maintenant aux maisons françaises avec Chanel. Donc je vous avais fait un sondage sur Instagram mais ça a été assez mitigé. Vous avez été nombreux à me dire oui c'est du vu, revu, on voit encore du tweed, on voit encore du tailleur, il n'y a pas de nouveauté, et c'est vrai que je suis plus ou moins d'accord avec vous. Chanel c'est une maison que je porte dans mon cœur, c'est ma maison de luxe préférée, mais c'est vrai que du temps de Lagerfeld on était sur de la tradition, sur les origines, sur les pièces iconiques de Chanel, mais c'était toujours détourné pour nous donner de la modernité et une forme de nouveauté. Et là c'est vrai qu'avec Virginie Viard on a un petit peu l'impression qu'il n'y a pas forcément de nouveauté. On avait vraiment eu l'impression d'avoir fait un bond de 20 ans, mais en tout cas pour vous parler du défilé en lui-même, on était dans une fête de mariage, vous aviez des arcades de fleurs, c'était très joyeux, très festif, très solaire, donc j'ai beaucoup aimé l'ambiance, surtout à la fin avec la mariée qui est en Amazon sur son cheval et qui est vraiment très magnifique avec une longue traîne, et donc on retrouve des fleurs, de la dentelle, des jupons, de la longueur et des couronnes de fleurs. Maintenant la volonté de Virginie Viard c'était justement d'avoir une collection très rétro qui nous ramène un petit peu aux années 20, et on est sur quelque chose de très romantique, mais à la fois c'est vrai que souvent quand on parle de romantisme on est sur quelque chose de très standardisé, et là c'est un petit peu un romantisme un petit peu plus fun, un petit peu plus libéré, mais ce côté très rétro n'a pas forcément été très bien accueilli. Après encore une fois on est sur des très belles tenues, des très belles pièces, un savoir-faire exceptionnel, mais on aurait aimé quand même un petit peu de nouveauté. On passe à la maison Dior qui cette fois-ci nous a pas du tout fait un défilé classique mais qui nous a fait un film un petit peu comme la dernière fois. D'ailleurs ils ont appelé le même réalisateur qui est Matteo Garrone, donc c'est un réalisateur italien qui a notamment fait Pinocchio, donc c'est un film qui est disponible sur Amazon Prime que personnellement je n'ai pas aimé. Alors autant
la première collection qui était sur des muses, qui faisait penser à la mythologie gréco-romaine. J'ai adoré ce court-métrage, je l'ai trouvé très poétique, très beau. Celui-ci était un petit peu plus décalé, un petit peu plus, oui, un petit peu plus artistique. Je suis un petit peu moins rentrée dedans, et le film Pinocchio, parce que c'est un réalisateur qui pour le coup a une vraie patte, une vraie signature. Quand on regarde un de ses films, on reconnaît tout de suite sa patte à travers la musique, à travers les couleurs, à travers le décor. Et c'est vrai que c'est un univers où parfois j'aime bien et parfois j'aime pas trop, et des fois ça me met même mal à l'aise, puisque le film Pinocchio par exemple je ne l'ai pas terminé, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a mis mal à l'aise, je l'aime pas trop. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de son travail, mais en tout cas là il a fait plutôt un très bon travail. On est sur le monde du tarot. Alors pourquoi le monde du tarot, pourquoi le monde des cartes? Puisque justement la collection, la présentation de la collection s'intitule le château du tarot, et qui est tourné au château de Samezano. C'est tout simplement parce que Christian Dior adorait le tarot, adore les sciences occultes. C'était quelque chose qui l'a guidé pendant toute sa vie. Il faut savoir qu'à 14 ans, une voyante lui a tiré les cartes en lui disant que les femmes allaient jouer une grande importance dans sa vie et qu'il allait cultiver de l'art autour d'elle. Donc voilà, il est devenu créateur de mode pour les femmes, donc ça se rejoint. Et il y a beaucoup de signes également dits magiques selon lui qui l'ont guidé toute sa vie. Par exemple, il a trouvé une étoile par terre dorée rue Saint-Honoré. Donc sa vie est parsemée de petites histoires comme ça. Et donc Maria Grazia a tout simplement voulu réutiliser les croyances de Christian Dior pour nous présenter cette collection. Donc la thématique je l'ai bien aimée, j'ai bien aimé ce retour aux sources. Maria Grazia fait toujours de toute façon un retour aux origines même de la maison. Concernant les collections en elles-mêmes, on n'est pas vraiment sur des choses très portables, mais en même temps ce n'est pas du tout le but de la haute couture, parce que comme je le disais, le but de la haute couture c'est de nous montrer des choses magnifiques, des choses de tapis rouge, des choses qu'on ne portera pas dans la vie de tous les jours. Donc forcément j'ai adoré le travail, j'ai trouvé que le travail était magnifique. Après en termes de goût c'est pas trop mon truc. On passe à une autre maison de haute couture, je vous en ai déjà parlé dans ma collection de livres, mais c'est vrai que je vais vous dédier de toute façon une vidéo bien spécifique à cette maison. C'est la maison Schiaparelli. Donc la maison Schiaparelli, Elsa Schiaparelli, la créatrice, à l'époque c'était la vraie rivale de Coco Chanel. Déjà je crois que de mémoire elle ne s'appréciait pas trop, mais elles étaient en vraie confrontation puisque les deux maisons étaient au top et on était sur deux femmes puissantes, créatrices. Et bon, après Chanel a évidemment gagné cette battle, si je puis m'exprimer ainsi, mais en tout cas Schiaparelli c'est une très belle maison, mais c'est une maison qui est pour le coup vraiment artistique. On est sur de l'absurde en fait. C'est un petit peu comme si Picasso avait créé sa maison de luxe. Et donc là, le directeur artistique Daniel Roseberry a vraiment fait un clin d'œil à la créatrice, parce qu'on retrouve une nouvelle interprétation de ses pièces phares, comme le voile à capuche qui date de 1938, mais aussi le cadenas signature. Et donc là, comme je vous le disais, on est sur de l'absurde, mais on est sur une réappropriation de son corps, une réaffirmation du corps. Donc effectivement, encore une fois, on n'est pas sur des choses portables, mais d'un point de vue artistique, c'est très joli. Et c'est surtout que ça colle bien à la maison et à ses origines. On va passer maintenant à la Fashion Week Menswear. On commence donc avec Dior. Donc Tim Jones, comme je vous l'ai présenté à de nombreuses reprises, adore travailler avec d'autres artistes. Et donc là il a travaillé avec un artiste peintre qui est Peter Doig. Donc c'est un peintre qui a un trait très singulier. Il expose son travail depuis maintenant quasiment 30 ans. Et donc comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, Tim Jones il adore choisir des tenues très traditionnelles, très structurées, pour les détourner avec des choses très artistiques. Et là il a réitéré avec des pièces très structurées, des tenues de cérémonie qui sont customisées avec le travail de Pierre Doig. Et au niveau du défilé en lui-même, c'est un petit peu la continuité des défilés qu'on avait vus précédemment, très artistiques, dans des grands espaces, donc des espaces très tamisés, pour que les tenues ressortent encore mieux puisqu'elles sont hyper colorées. Donc moi personnellement j'ai bien aimé. Autre défilé homme que j'ai adoré, c'est celui de Virgil Abloh pour Louis Vuitton. C'est un vrai hymne à la diversité de par l'histoire de Virgil Abloh. Et j'ai trouvé qu'il avait bien mis en scène ce défilé. D'où vient l'inspiration de Virgil Abloh? Tout simplement d'un essai de l'écrivain James Baldwin qui s'intitule Stranger in the Village et qui est un livre qui date de 1953. Et donc, qu'est-ce que raconte cet essai de Stranger in the Village? C'est tout simplement un étranger qui vient s'installer en Suisse et il raconte son parcours. Ça fait d'être différent
dans une ville où tout le monde se ressemble. Sauf que là on est sur un décor aéroportuaire, donc on est dans le voyage et d'ailleurs il y avait des sacs Louis Vuitton en forme d'avion, pas très pratique mais en tout cas ça marque bien, et on était vraiment sur ce côté voyage où tout le monde s'entremêle, parce que c'est vrai que dans un aéroport, peu importe votre classe sociale, peu importe d'où vous venez, et bien vous vous retrouvez au même endroit, à un moment d'avoir son jet privé, mais tout le monde est obligé de passer à l'aéroport, tout le monde est obligé de passer les filtres de sécurité. En fait c'est vraiment un des seuls endroits, l'aéroport, où peu importe votre classe sociale, vous passez exactement au même endroit, et c'est pour ça que ça a été ce lieu qui a été choisi. Et donc finalement il nous présente plein de personnages différents, on va voir le vagabond, on va voir le businessman, on va voir plein de mondes différents, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc là on était en termes de structure et en termes de vêtements sur du manteau long, très long, voire très long, avec quasiment une traîne, et sur des pièces très structurées mais en même temps propres à chacun des stéréotypes, et un vrai travail créatif à tous les niveaux. Et maintenant on passe au dernier défilé pour hommes qui m'a marqué, c'est celui de Céline. La vidéo s'ouvre sur un cavalier qui est donc avec un étendard où il y a écrit en gros Céline, et ensuite vous avez plein de cavaliers, donc on est vraiment sur un univers chevaleresque qui pose tout de suite le décor, et ensuite vous avez la caméra qui bouge, et là on nous présente les différentes tenues dans un décor qui est gigantesque, qui est majestueux et qui en impose. Et donc finalement c'était intéressant de voir le château qui est un témoignage historique, et de voir que les tenues étaient très inspirées de la jeunesse, avec des bombers, avec des pièces qui sont très connotées plutôt jeunes. Et donc on voit que Heidi Slimane s'inspire vraiment de cette nouvelle génération pour son travail. On retrouvait donc un bombers comme je vous l'ai dit, mais on retrouvait des gilets cloutés, on retrouvait également des par-dessus avec des épaules tombantes, et qui était un petit peu un clin d'œil à François Ier dans les portraits, vous savez, les portraits peints historiques. Et donc pour vous donner une idée, puisque je vous ai dit qu'il fallait beaucoup de travail pour créer des collections de mode, mais que ce soit haute couture ou des défilés classiques, il a fallu plus de 23 brodeuses et de 1300 heures de travail pour les différentes créations. Et surtout ça justifie une partie des prix, mais je vous ferai sûrement une vidéo sur les politiques prix. Donc voilà pour cet épisode de Fashion Focus sur les défilés haute couture et hommes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si ça a été le cas. N'hésite pas à commenter et à réagir en me disant quel a été ton défilé préféré, ça me fera très plaisir. Quant à moi je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.